Cela s'est passé il y a quelques mois. Je conduis pour Lyft depuis plusieurs années et je préfère les quarts de nuit tardifs. Les routes sont calmes et les pourboires plus généreux. Mais il y a un prix à payer. Parfois, une histoire vous marque et pas dans le bon sens. Je me suis toujours vu comme quelqu'un de prudent. J'ai eu mon lot de passagers étranges, mais rien ne m'avait préparé à ce que je vais vous raconter. À l'époque, je n'avais pas de caméra embarquée. Cette nuit-là m'a poussé à en installer une. Tout a débuté normalement. Juste moi et les petits bruits de ma voiture, une Volvo 2005 UC mais fiable. Les rues étaient désertes, ce que j'appréciais. Vers 2 heures du matin, j'ai reçu une demande depuis un magasin de proximité proche. Ça semblait banal, mais un mauvais pressentiment m'a envahi. Vous savez, cette intuition que quelque chose cloche sans savoir pourquoi, c'est ce que j'ai ressenti en approchant. Avant même de voir le type, j'ai compris pourquoi. Le magasin était fermé, lumières éteintes, parking vide. En m'approchant, je l'ai aperçu. J'ai ralenti pour l'observer. Il arpentait le trottoir, vêtu d'un sweat à capuche miteux, troué à la manche, comme s'il n'avait pas vu de lave-linge depuis des lustres. Ses gestes étaient des nerveux, saccadés, et il regardait sans cesse derrière lui, comme s'il était traqué. Il semblait drogué. J'aurais dû annuler et partir. Mon doigt a hésité sur le bouton, mais je ne l'ai pas fait. J'ai déverrouillé les portières et il s'est glissé à l'arrière sans un mot. J'ai regretté dès que j'ai redémarré. D'habitude, les gens regardent leur téléphone ou la fenêtre, mais pas lui. Il me fixait dans le rétroviseur, sans cligner, sans détourner les yeux. J'évitais son regard, mais nos yeux se croisaient, parfois. Il avait l'air furieux, ce qui n'aidait pas. Pour briser le silence, j'ai allumé la radio, je ne sais plus quelle station. Dès que le son a commencé, il m'a ordonné de l'éteindre. Sa voix, grave et rauque, trahissait un fumeur. Surpris, j'ai légèrement dévié. J'ai obéi sans le regarder, serrant le volant plus fort. Le silence a repris. J'espérais qu'il se tairait jusqu'à sa destination, mais il a parlé. Je me souviens de chaque mot. Il m'a demandé si j'avais déjà pris quelqu'un que je n'aurais pas dû. Sa question m'a secoué. J'ai ri nerveusement. J'espère que non. J'essayais de détendre l'atmosphère, mais il est resté impassible. Il s'est adossé, marmonnant quelque chose d'inaudible, puis a raconté qu'il avait été chauffeur Uber avant d'arrêter. Des voyous lui avaient volé des affaires. Il bredouillait, mais j'ai saisi l'idée. En le regardant dans le miroir, j'ai vu qu'il souriait, ce qui était glaçant. Qui sourit en racontant ça? Il a fini par dire « C'est drôle, la confiance qu'on donne à quelqu'un juste derrière soi ». Ça m'a fait basculer. Ce n'était plus juste un type bizarre, mais une menace. Mon cœur battait plus vite. Je fixais la route, mais mon esprit s'emballait. Le GPS était maboué, mais il continuait à parler, parfois inquiétant, parfois insensé. Je ne suivais plus. Puis il s'est mis à s'excuser, pas à moi, je crois. Il insinuait avoir fait quelque chose de grave, répétant « Je ne voulais pas » et « Désolé » frénétiquement. Je me taisais, craignant sa réaction si je parlais. Je ne savais pas ce qu'il avait fait, ni de quoi il était capable. À quelques minutes de sa destination, il m'a crié que j'avais raté un tournant. Le GPS disait le contraire, mais j'ai freiné net, par peur. Il m'a ordonné de m'arrêter. J'ai obéi, tremblant. Je voulais que ça finisse. À peine garé, des phares sont apparus. Une voiture de police. J'ai prié en silence. Son projecteur a balayé ma voiture. Le type s'est aplati sur la banquette, yeux fermés. Je me suis retourné brièvement, puis j'ai fixé devant moi, respirant à peine. Il est resté comme ça longtemps. Trop longtemps. Je voulais lui dire de sortir, mais je n'ai rien dit. Il a fini par se relever et m'a lancé. « T'as eu de la chance. » Avant que je réagisse, il a ouvert la portière et s'est volatilisé. J'ai arrêté mon service là. Trop secoué pour continuer. Quelques semaines plus tard, j'ai lu un article. Un magasin avait été cambriolé cette nuit-là, à 2 rues de là où je l'avais pris. J'en ai eu la nausée. J'étais à 2 doigts d'un criminel dangereux qui aurait pu me blesser. Je n'ai pas appelé la police. J'évite les flics pour des raisons perso. Et je ne sais pas si ça servirait. Depuis, je filtre mieux mes passagers. J'habitais en ville avant. La vie urbaine, c'était mon rêve. Mais après un traumatisme, je ne supportais plus aucun bruit. Mon psy a diagnostiqué une phonophobie rare. Imaginez des picotements dans la poitrine, constants,
comme si mon corps anticipait un danger invisible. Chaque klaxon ou claquement me vrillait les nerfs. J'ai dû partir. Il y a 3 ans, j'ai trouvé une cabane dans le nord-ouest du Pacifique, en Oregon. Jetais l'endroit exact pour des raisons évidentes. C'était idéal. Quasi pas de voisins, pas de bruit, presque pas de réseau. Le silence m'a conquis. Je me sentais enfin en sécurité. La cabane était petite, cosy, solide. Poutres épaisses, cheminée en pierre. Elle sentait le pin et les vieux livres, une odeur réconfortante, comme un chalet d'antan. Le voisin le plus proche était à 10 minutes par un sentier étroit. Je ne l'ai pas vu tout de suite. Les premiers jours, j'ai savouré le calme. Oiseaux le matin, vent la nuit. Le monde semblait en pause, et je respirais enfin. Je bossais sur mon ordi, coupé du monde. Une semaine après, on a frappé à ma porte. Pas de sonnette, juste des coups secs. C'était une femme âgée avec un panier de conserve, tout droit sorti d'un cliché. Elle s'est présentée. Michel, vivant à 10 minutes. La forêt rendait ça plus loin qu'il n'y paraît. Fin soixantaine, cheveux gris longs, yeux bleus perçants. Pas impoli mais direct. Elle m'a souhaité la bienvenue et m'a tendu le panier, presque forcé à le prendre. C'était gentil, mais son attitude était étrange. Je l'ai pris, l'ai remercié. Elle attendait que je dise plus, mais je me suis contenté de sourire. Elle m'a fixé, mal à l'aise, puis a dit « Garde tes lanternes pleines, tes fenêtres fermées et ton esprit plus vif que ta hache. » Une phrase sortie d'un manuel, plus un avertissement qu'un conseil. J'ai hoché la tête, souri et suis rentré. Derrière la porte, j'ai attendu ses pas s'éloigner. 45 secondes. Bizarre. Elle semblait solitaire, mais pas hostile. Utile si besoin sans être intrusive. Ça me rassurait d'avoir quelqu'un près, même sans en avoir besoin. J'ai posé le panier sans l'ouvrir et l'ai oublié. Un orage a éclaté cette nuit-là. Rare en Oregon, mais possible. J'ai allumé des bougies, lu sur le canapé, malgré les coupures de courant. J'aimais cette isolation. L'orage ne me dérangeait pas, il était même apaisant, jusqu'à ce qu'on frappe fort à la porte, des coups brutaux sous la pluie. Mon cœur s'est emballé, les picotements ont repris. J'ai pris ma lampe, regardé par la vitre. Michel, trempé, une lampe à la main. J'ai ouvert, et elle m'a coupé. J'ai vu quelqu'un près de ton bois, faut que tu saches. Perplexe, inquiet, je suis sorti, lampe braquée dans la pluie. Rien que des arbres. T'es sûr? Elle a hoché la tête, scrutant la forêt. Flippant. Je ne voyais rien dans l'obscurité et le chaos. Elle m'a dit « Fais gaffe !» et est repartie sans attendre. Je l'ai regardée s'éloigner jusqu'à ce que sa lumière disparaisse. En fermant la porte, j'ai tilté. Comment avait-elle vu ça de chez elle, à 10 minutes? Elle était sur mon terrain. Pourquoi rôder par ce temps? Mentait-elle? Aller chez elle était hors de question. J'ai tout verrouillé et écouté, tendu. L'orage s'est calmé, mais pas moi. Plus tard, après minuit, un craquement sous ma fenêtre m'a réveillé. Une branche, j'en suis sûr. J'ai écouté, immobile, puis glissé vers la fenêtre. Rien d'abord, puis Michel, à la lisière des bois, dos à moi. Ses cheveux la trahissaient. Elle s'est tournée. Je me suis baissé. J'ai attendu, puis regardé. Partie. Était-elle dangereuse? Pourquoi m'avertir si elle rôdait? Pas de sommeil avant l'aube. Puis un coup discret à la porte. Pas comme avant, mais je n'ai pas bougé. Les picotements ont repris. Par la vitre, pas Michel. Un type baraqué, chauve, barbu. Panique totale. J'ai filé à la salle de bain, verrouillé, appelé les flics. Des coups lourds ont résonné. La porte cédait. J'ai cru ma fin arriver. Il a tout saccagé. Verre brisé, bois éclaté. Il n'est pas venu me chercher. Puis silence. La police est arrivée vite, mais trop tard. Il était parti. Ils ont à peine cherché, refusant la forêt. Trop dense selon eux. Chez Michel, choc. Sa cabane, abandonnée depuis des décennies. Pas de squatteurs, disait-il. Inutile de fouiller. J'étais fou de rage. Ils m'ont laissé, disant que vivre là était mon risque. J'ai quitté la cabane après une dernière nuit atroce, mais sans incident. Ça va mieux depuis, mais j'y pense encore. Des amis superstitieux parlent d'un esprit protecteur. Moi, je crois à 2 squatteurs. Elle et lui. Pourquoi moi? Pourquoi m'avertir?
Mystère. Je m'appelle Luc. Catherine, ma copine, et moi nous sommes rencontrés il y a 3 ans à Stanford, mon rêve depuis mes 8 ans. On vient de l'Ohio, elle de Cincinnati, moi près de Columbus. Ça nous a rapprochés, rares Midwestiens parmi les Californiens. On partage Noël, réveillon chez moi, où on fête la nuit, puis route jusqu'à chez elle, à 2 heures pour le jour. J'ignorais avant elle que beaucoup fêtent le 25. Mon moment préféré, ce trajet nocturne, notre tradition. La route de Noël. Catherine et moi avons une tradition, rouler de nuit entre nos familles à Noël. Un moment magique, jusqu'à l'année dernière. Vers 2 heures du matin, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai ignoré. Puis il y a un autre appel, puis un troisième. Agacé, j'ai décroché. Une voix masculine a murmuré « Bonjour Luc ». Il connaissait mon nom, mon adresse, des détails intimes. Puis il a dit « Je ne suis pas là pour toi, mais pour Catherine ». J'ai pilé net. Catherine était livide. J'ai exigé de savoir qui c'était. Mais il a ri. « Elle est juste à côté de toi ». J'ai voulu parler, mais Catherine a raccroché immédiatement. J'ai explosé. Pourquoi couper une menace directe? Elle a évité mon regard, tremblante. Le reste du trajet s'est fait en silence. Pas d'autres appels. Depuis, je dors mal. J'attends que ce téléphone sonne à nouveau. Et je suis sûr que ce n'est qu'une question de temps. 3 mois ont passé depuis cet appel sur la route. Mars 2025 touche à sa fin et je suis de retour à Stanford avec Catherine. On a repris nos routines, cours, café, soirées à coder ou à regarder des vieux films. Mais quelque chose a changé. Les silences entre nous sont plus lourds, comme si on évitait de parler de ce qui nous ronge. Elle dit qu'elle va bien, que c'était juste un prank tordu, mais je vois ses mains trembler quand son téléphone vibre. Moi, je dors mal. Chaque craquement dans l'appart me ramène à la cabane. Chaque sonnerie à cet homme qui connaissait nos vies. Un soir, je reçois un colis. Pas de nom d'expéditeur, juste une petite boîte en carton déposée devant notre porte. Catherine est en cours, alors je l'ouvre seul. À l'intérieur, un vieux carnet à la couverture usée, en cuir craquelé et une odeur familière. Pain et papier moisi, comme dans la cabane. Mon cœur cogne. Je l'ouvre et les premières pages sont remplies d'une écriture serrée, à l'encre noire. Ça commence par une date. 15 août 1972. Les mots sont banals au début. Une femme raconte son arrivée dans une cabane en Oregon. Le calme, les oiseaux, le vent. Mon souffle se coupe. Elle décrit ma cabane. Les poutres épaisses, la cheminée en pierre, le sentier étroit. Je tourne les pages et là, elle parle d'un voisin. Un homme discret, distant, qui lui a apporté des conserves un jour. Puis des avertissements étranges. Garde tes lanternes pleines, tes fenêtres fermées. La phrase de Michel. Je lis en diagonale, fébrile. Elle note des détails qui me glacent. Des bruits la nuit, une silhouette près de son bois, une vieille femme qui rôde sans raison. Elle appelle ça l'ombre. Pas un nom, une impression. Elle finit par écrire « Je ne sais pas si elle protège ou si elle chasse ». La dernière entrée, datée du 23 octobre 1972, dit « Il est revenu, pas elle, lui, grand, chauve, barbu. Il a tout détruit. Je pars demain. » Rien après, juste des pages blanches. Je repose le carnet, sonné. Qui a envoyé ça? Comment est-ce lié à moi? Je pense à Michel, à l'intrus de la cabane, mais aussi à cet appel dans la voiture. Une coïncidence. C'est impossible. Quelqu'un sait ce que j'ai vécu. Pire, quelqu'un me suit. Je prends une photo du carnet et l'envoie à Catherine avec un texto. Faut qu'on parle, maintenant. Elle répond qu'elle rentre vite. Quand elle arrive, je lui montre tout. Elle blêmit en lisant, mais ses yeux s'arrêtent sur la phrase de l'ombre. Luc, c'est dingue, mais... Elle hésite puis avoue. J'ai rêvé d'une vieille femme il y a 2 nuits, grise près d'un arbre, qui me fixait. Je me suis réveillé en sueur. Je la dévisage. Elle n'a jamais parlé de la cabane avant ça. Je ne lui ai raconté qu'après l'appel, en janvier. Tu crois que c'est elle? Demande-t-elle. Je ne sais pas quoi répondre. Michel, un esprit, une coïncidence? Rien ne colle. Cette nuit-là, on décide de chercher des réponses. Je fouille le web sur mon ordi. Archives de l'Oregon, cabane abandonnée, disparition. Rien de précis, mais un article de 1973 mentionne une femme portée disparue dans le nord-ouest du Pacifique.
près d'une forêt dense. Pas de nom, juste une vague description. Fin trentaine, solitaire, vivant dans une cabane. Ça pourrait être l'autrice du carnet. Quant à Michel, aucune trace. Le type chauve? Trop vague pour chercher. Catherine, elle, appelle sa mère à Cincinnati, demande si quelqu'un dans la famille a parlé de notre trajet de Noël. Réponse, non, personne. On est dans le flou. Vers 2 heures du matin, mon téléphone sonne. Numéro masqué. Je fixe l'écran, pétrifié. Catherine me fait signe de décrocher, tremblante. Je mets le haut-parleur. La même voix d'homme, basse, calme. Tu as trouvé le carnet, Luc. Mon sang se glace. Qui êtes-vous? Je hurle. Il rit doucement. Quelqu'un qui sait. Elle t'a choisi, pas moi. Puis, avant que je puisse répondre, demande à Catherine pourquoi elle a raccroché. La ligne coupe, je me tourne vers elle furieux. Pourquoi t'as raccroché dans la voiture? Dis-le-moi. Elle éclate en sanglots. J'ai reconnu la voix, Luc. C'était mon oncle. Il est mort il y a 5 ans. Elle s'effondre, et moi avec. Son oncle? Mort? Comment? Elle bredouille qu'il était bizarre, un ermite, qu'il vivait dans l'Ohio près d'une forêt avant de mourir dans un accident. Elle n'en sait pas plus, jure qu'elle a paniqué en entendant sa voix. Impossible, mais réel. On ne dort pas. Au matin, on décide de retourner dans l'Ohio. Si des réponses existent, elles sont là-bas, pas à Stanford. On prend la route comme à Noël, mais sans musique, sans joie. Sur un coup de tête, je m'arrête à une station-service près de Columbus et achète une lampe torche et un couteau, au cas où. Catherine me regarde, inquiète, mais ne dit rien. On roule jusqu'à la maison de son enfance à Cincinnati. Elle fouillore le grenier, trouve une boîte de son oncle, des lettres, des photos, un médaillon. Dans une enveloppe jaunie, une carte, un croquis grossier d'une cabane avec un mot. Oregon, 1972. Elle veille toujours. On se fige. Son oncle connaissait la cabane. Michel, l'ombre. Mais pourquoi nous? Et lui, est-il vraiment mort? Le téléphone reste silencieux, mais je sais qu'il rappellera. La nuit tombe et un craquement résonne dehors. Je serre le couteau. Catherine murmure. Elle est là. Je regarde par la fenêtre. Une silhouette grise, immobile, sous la pluie.